Bonjour, aujourd'hui je suis avec Adrien, avec Armand et avec Médoc et nous allons parler du jeu Run Sanity développé par le studio Elysium. Bienvenue dans Extra Life. Alors, pour faire bref, quand même, on va resituer un petit peu Run Sanity. Donc, c'est un jeu qui est sorti sur iOS. Tout à fait. Donc, il est disponible sur un peu tout, donc iPhone, iPod, iPad, etc. Tous les devices Apple. Et il est compris, je crois qu'il a été optimisé également pour l'iPhone 5. Pour l'iPhone 5. Et donc, c'est un running game. C'est un running game. Elysium, c'est un studio qui existe depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Et vous avez, c'est déjà votre deuxième jeu et votre troisième projet, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui vous a mené aux jeux vidéo en règle générale et à la création du studio Elysium? Tout à fait. Alors moi je m'appelle Adrien Dassault, j'ai 28 ans. J'ai fait des études de finance. J'ai travaillé en finance après, en banque, en France et au Royaume-Uni. Et puis j'ai monté ma première boîte en 2007. Et ma deuxième était Elysium et c'était en 2011. Et moi je suis un passionné du jeu vidéo depuis l'âge de 4 ans. Je suis tombé dedans quand ma grand-mère m'a offert la NES pour Noël, avec Duck Hunt et Super Mario. Ouais. Et je me souviens que je rentrais de l'école et j'avais déjà, c'était devenu une drogue et j'étais assez consciencieux comme élève jusqu'à ma terminale et je me disais il faut que je joue qu'1 heure, c'est pas possible et tout. Et voilà, et jamais j'aurais pensé travailler dans le jeu vidéo aussi facilement, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le système des applications qui nous a permis de développer cette société et de fabriquer des jeux pour un coût très honorable, un cycle de production très court, chose qu'on n'aurait pas pu faire sur console. Donc on est rentré par la petite porte du jeu vidéo avec des ambitions très fortes d'aller un jour sur toutes les plateformes, notamment les consoles de salon. Ok. Donc moi c'est Armand, je suis lead game designer à Elysium. Mon parcours est un peu plus chaotique, mais moi je suis aussi tombé dans le jeu vidéo à 4-5 ans avec la NES. La même chose, sauf que moi j'étais un mauvais élève. Donc je suis un peu perdu, j'ai eu de grosses difficultés à avoir mon bac et je me disais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et je me suis encore perdu après à la fac, avec de la psychologie, des mathématiques, enfin ouais, complètement n'importe quoi. Puis je me suis dit je vais me raccrocher à ma passion initiale qui était le jeu vidéo. Et donc du coup j'ai fait une formation technique dans un DUT multimédia en fait. Donc là j'ai appris la communication, le multimédia et un peu la programmation. Okay. Il s'avérait que j'avais une grande force pour la programmation, mais je m'en servais pour déjà faire des petits jeux en fait. Sauf que je me projetais pas dans le métier de programmeur. Et donc je suis allé me documenter un peu sur ce qui se faisait à l'époque. Et donc j'ai découvert une école, donc les deux écoles de l'époque étaient l'Engmin et Supinfogame. Et je me suis tourné vers Supinfogame où j'ai été refusé une première fois, puis j'ai été accepté une deuxième fois l'année suivante. Et donc j'ai fait ma formation de Supinfogame que j'ai obtenue en 2009. Ensuite, je suis sorti donc de Supinfogame pour rentrer à Fishing Cactus, qui était un petit studio belge qui fait du jeu vidéo. Je suis passé par Playsoft, une agence mobile, en fait, et je suis arrivé ensuite à Elysium avec un petit passage en game designer indépendant, en fait, parce que j'avais envie de prendre un peu de recul sur tout ça, sur le marché français, voir ce qu'on pouvait faire à droite à gauche, comment on pouvait utiliser le jeu sur d'autres manières, plus sur l'aspect ludique ou l'aspect cognitif, apprentissage, ainsi de suite. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là. Et tu donnes des cours et donc, également. Je donne des cours donc, à Supinfogame, mon ancienne école, de gestion de projet. Okay. Parce qu'en fait, mon métier, quand je suis rentré à Supinfogame, je suis rentré pour le game design, mais je suis sorti en voulant faire chef de projet. Et je suis finalement game designer. D'accord, donc un parcours complètement fucked up, mais c'est bien. Donc moi j'avais eu l'occasion de venir vous interviewer à l'occasion de la soirée Elysium, là où vous présentiez Human Defense et Run Sanity, sur lequel vous étiez resté plutôt discret. Vous m'aviez simplement dit à l'époque, c'est effectivement un running game with a twist. Et le twist, c'était, ça se situait au niveau du scénario, qui était apparemment complètement déjanté. Enfin, il y avait quelque chose de... Pour le coup, il y avait vraiment une valeur ajoutée au niveau du scénario. Est-ce que maintenant... une profondeur de jeu qui est différente par rapport au running game habituel. Ouais. Il y a beaucoup de running games, donc j'en ai noté quelques-uns. Donc il y a Jetpack Joyride, qui est quand même une grosse référence, qui est excellent. Il y a Beat Trip Runner, qui est juste, qui est magnifique. Donc je ne crois pas qu'il soit sorti sur les plateformes mobiles, il me semble pas. Ouais, il était sur WiiWare, là il y a le 2 qui va sortir sur les consoles HD, donc il y a vraiment une petite merveille. Je ne sais pas si vous avez essayé aussi Punch Quest.
récemment, qui est du running, mais avec un petit côté beat'em qui est vraiment intéressant. Et puis un petit côté rétro. Carrément, très pixel art. Et là, pour Unsanity, donc vous avez, c'est le gameplay nettement plus profond. Donc il y a plein de possibilités, il y a des défis, il y a des petites missions, il y a un côté un peu réseau, il y a plein de choses, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs quartiers à investir. Donc c'est pas juste on part d'un point A et on essaye de tenir le plus longtemps possible. Non, on change l'environnement et également des interactions avec un système de combos, etc. Donc c'est assez complexe. Qu'est-ce qui vous a amené, donc déjà vous me parlez un petit peu du scénario, et qu'est-ce qui vous a amené ensuite à ce choix d'aller vers, ok, on va creuser notre gameplay, on va proposer autre chose que ce qui se fait, autre chose que de l'instance très courte au final. Parce que bon, c'est un peu comme, je pense à... Comment il s'appelle ce jeu? Je crois que c'était Squids. Oui. Donc où tu avais aussi tu vois, un petit côté où tu sentais que c'était quasiment genre un jeu plus complet, et ça ressemblait pas trop à ce qu'on peut trouver sur les plateformes mobiles. Alors justement, c'était dans le souci de se différencier de tout ce qui existait déjà. Ouais. On parle de Jetpack, de Unicorn, de plein de jeux vraiment de qualité. Qui nous ont beaucoup appris et on voulait aller plus loin qu'eux sur différents aspects. C'est pour ça qu'on a fait un jeu très riche et notamment avec un scénario très déjanté qui te fait aller au-delà du mode arcade dans un mode de mission où tu vas découvrir l'ensemble des différents personnages avec lesquels tu joues, puisque tu peux jouer avec 5 personnages différents qui ont des skills différents. Que tu pourras d'ailleurs habiller dans le mode arcade et dans le mode défi, puisqu'il y a 3 modes, à savoir le mode histoire, le mode arcade qui est un mode endless comme on les connaît dans les runners, et un mode défi qui est vraiment notre kiff, quoi. C'est notre killer feature, qui nous permet de jouer, qui vous permet de jouer avec vos amis via les réseaux sociaux, et donc de combattre, de faire une compétition avec tes potes et de parier de l'argent virtuel du jeu, celui que tu gagnes à travers les missions et le mode arcade. Et ça, on trouvait ça vraiment cool avec un système de Ghost. En fait, ce qu'il faut voir après, c'est que le point de départ du projet, c'est un peu finalement ce qui nous avait bercé dans notre enfance, c'était ces platformers sur NES. Je pense que le point de départ, c'est un peu cette réflexion sur ce qu'était Mario, avec justement le fait qu'il y avait un scénario dans Mario qui était pas très présent, mais il y avait quand même la princesse. Ouais. Et voilà, on était toujours tous frustrés d'arriver dans le château et la princesse était dans un autre château. Ça marchait super bien, donc ça nous plaisait à nous, ça nous parlait vraiment. C'était notre période et on voulait retrouver ça. On trouvait que justement c'était de plus en plus effacé dans les jeux vidéo, et d'où l'intérêt du coup de remettre le scénario au centre du jeu. Et l'autre point aussi, c'est que on a beaucoup joué à ces runners. Les runners, c'est vraiment inspiré donc des platformers, mais finalement, on trouve que la composante platformer elle était un petit peu oubliée. Finalement, c'était juste le cadre de ce scrolling horizontal, dans lequel voilà, on défile d'un point A à un point B, comme on a fait dans un Mario, dans un Sonic, avec des mécaniques différentes. Mais là, on se disait voilà, le côté platformer, vraiment, le fait de sauter de manière précise au bon endroit, que ça soit délire. Et donc, du coup, en fait, on a essayé de développer l'univers et les mécaniques de jeu autour de ce constat-là. Donc c'était vraiment aussi notre passion qui nous amenait à ça. Le scénario a été écrit sur les geeks parce qu'on en est, en fait, tout simplement. Alors, les geeks sont les méchants dans le jeu. C'est des nerds. C'est plus compliqué que ça, c'est des nerds. Okay. C'est-à-dire que c'était même des dweebs à la base. On a été obligé de changer de terme parce que les Français, particulièrement les Européens, ne comprenaient pas ce terme. Okay. Donc c'est plutôt des nerds. Okay. Donc nous, on est des geeks. En fait, l'idée c'était aussi de prendre à contre-pied, c'est-à-dire que voilà, on voulait faire une histoire qui nous parle. On est toujours dans justement l'univers geek, c'est un peu toujours cette confrontation de j'ai une meilleure culture que toi, je sais des trucs que tu ne sais pas et tout. Et donc on voulait jouer de ça, en fait, justement parler aux geeks avec leur univers en prenant à contre-pied, puisque finalement on les place dans le rôle des méchants, alors qu'aujourd'hui quand on regarde une série télé comme Chuck, il y a de plus en plus de séries télé, The Big Bang Theory, où finalement le geek est mis sur un piédestal. IT Crowd aussi. Hein? IT Crowd. IT Crowd, ouais. C'est long, j'ai commencé à regarder. Moss, il est génial. Ouais. Et donc du coup on voulait vraiment prendre à contre-pied, pas aller justement dans ce même sens, mais plutôt jouer de ça, et le scénario a encore d'autres rebondissements dans les épisodes à venir. D'accord. Justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a des rebondissements dans votre scénario, dans un running game. Il y a des rebondissements. L'idée, c'était en fait aussi d'accompagner le gameplay. On voulait pas que le scénario ne soit juste là, un peu, qui fasse un peu tâche sur le reste. Et donc l'idée, c'était aussi de créer des objectifs de jeu en lien avec le scénario. Donc ici, histoire de renouveler le gameplay, pour que justement le joueur, quand il fasse des missions, il se dise là je poursuis, là je suis poursuivi, là je dois collecter, voilà, et ainsi de suite. Et donc du coup, au travers de chaque mission, on fait un objectif bien défini qui est en lien avec ce qui se passe dans le scénario. Du coup, ça crée une meilleure dynamique entre les deux, et puis ça crée l'envie aux joueurs d'aller un peu plus loin et de comprendre la finalité de notre histoire. Comment vous avez choisi le style graphique du jeu qui est très cartoony?
Donc, ça fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir sur Cartoon Network ou autre. Donc, il y a tellement de styles possibles. Vous auriez pu faire un jeu pixel art pour rendre hommage aux jeunesses. Donc, un peu la Punch Quest. Vous auriez pu faire quelque chose il y a tellement de styles. Pourquoi celui-ci? On a choisi de faire une DA qui ressemblait un peu à ce qu'on aimait dans les années 80. Je pense à Club BCBG ou à tout ce qu'on pouvait regarder au Club Dorothée. C'était vraiment très coloré, très sympa, avec des mecs en starter, avec des nanas jolies. On avait envie de faire des bisous. Donc c'était vraiment, c'est inspiré de toutes les émissions qu'on a regardées, y compris les Parker Lewis, les Beverly Hills, et faire une bande, C'était notre lecture du high school américain. Alors, on a baigné dans ces séries-là quand on était plus jeune, et c'est vrai que c'était notre manière de revoir ça, mais sous un côté assez enfantin, assez mignon, voilà. On s'est un petit peu lâché sur l'histoire, donc du coup on voulait aussi rattraper sur ça, justement sur cet univers. Avec le cartoon, ça te permet de faire plus de choses dans un scénario, parce que c'est un délire. Il faut savoir que le scénario, notre inspiration principale, c'est les Looney Tunes. Voilà, c'est Warner, c'est tout le travail de Warner de cette époque-là, Tex Avery, ce genre de choses, où voilà, c'est du gag bien gros, bien burlesque. Donc on voulait aller dans ce sens-là, c'est vrai qu'un style graphique cartoon, ça colle mieux. Ça collait carrément. Si on était dans le réaliste. Et puis bon, le pixel art, moi j'aurais pas dit non, mais bon, c'était quand même plus difficile de se démarquer. Ça restreint la communauté, quoi. Ah oui, vous trouvez? C'est forcément plus niche. Et donc tout d'un coup, les gens qui voient ton jeu, voient Punch Quest par exemple, ça s'adresse quand même à une communauté assez restreinte. Notre objectif, c'est que le jeu soit téléchargé par le plus grand nombre, même s'il est gratuit. Alors voilà, justement, il est gratuit. Et du coup, comment on gagne des sous? Comment vous faites vos billets dans l'histoire? Alors, on gagne des sous parce qu'il y a certains joueurs, et on espère le plus possible, qui achètent de l'in-app, donc qui achètent du contenu à l'intérieur, notamment des chapitres. Il faut savoir qu'il y a 2 chapitres qui vont être réalisés dans le prochain mois, dont 10 missions supplémentaires qui seront dans la prochaine version, qui sera avant Noël sur l'App Store. Et ces missions supplémentaires, du coup, sont payantes Alors, elles sont achetables avec la monnaie virtuelle. Donc, si tu joues beaucoup ou que tu es un fou de ce jeu, eh bien, tu peux clairement terminer le jeu sans avoir dépensé un sou. C'était aussi l'objectif, c'était, bien sûr, tu peux acheter de la monnaie virtuelle, mais tu peux la gagner. Il faut jouer beaucoup, mais c'est possible. D'accord, et du coup, avec ce délire de mode défi avec tes potes, où donc apparemment tu paries des sous, c'est ça? Ça veut dire que tu peux en perdre des sous? Eh oui. Donc c'est de la monnaie extrême. Une petite dimension Dark Souls. Donc d'accord, ok. Très bien. Je t'invite à me défier. Défi en plateau, live, magnifique. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a toujours j'aime bien ce concept, il y a plusieurs approches pour le jeu gratuit. T'as les gens qui vont essayer, qui vont considérer comme un défi de ne jamais dépenser d'argent pour essayer d'avoir tout débloqué par eux-mêmes, etc., etc. Et il y a les gens qui décident d'investir un petit peu, tout simplement parce qu'ils kiffent le jeu. Et donc du coup, il y a même parfois des options, je sais pas si c'est le cas pour Runsanity, une option un petit peu soutien, vous aimez notre jeu, achetez ça et par exemple on double, tu vois, la monnaie que tu peux gagner sur chaque mission. On le fait. Voilà, ça c'est bien. Un coin doubleur. Voilà, ça c'est vraiment que tu peux un truc acheter là directement en payant, qui est Ouais. aujourd'hui à 89 centimes. Et sinon, voilà, il y a des chapitres, il y a des costumes. On voulait qu'il y ait des costumes, mais qui ne soient pas seulement des skins, qui apportent vraiment quelque chose dans le gameplay. Armand pourra vous en parler encore mieux que moi. Mais voilà, quand tu achètes un costume, il améliore ton gameplay en améliorant les skills de tes personnages. Les skills qui se divisent. C'est ça, en fait, on est parti sur 3 caractéristiques principales qui sont la vitesse, le saut et le boost, en fait. Et du coup, on joue de ça. Mais en fait, on joue surtout sur le fait que t'as jamais les 3 à fond. Donc il y a une multitude de possibilités, à toi de choisir le meilleur costume qui colle aussi à ton univers aussi justement nostalgique, parce qu'on a vraiment aussi cherché à s'inspirer de ce qui nous avait parlé. Donc voilà, tout ce qui était manga, jeux vidéo, donc on a le costume de Snake, on a le costume de Sangoku, ainsi de suite, quoi. Parce que voilà, c'est un jeu de nostalgie clairement, quoi. Donc on voulait assumer ça jusqu'au bout dans les costumes, quoi. Et puis après on voulait aussi apporter toujours, pas juste rajouter un contenu graphique, que ça ait une cohérence en termes de gameplay, un apport pour le joueur. Puisqu'en fait, il y a plusieurs stratégies de jeu, donc c'est pas quelque chose qu'on va voir de prime abord, c'est plus moi qui vais parler de ça, parce que je suis game designer. Mais voilà, il y a des gens qui vont être très sur la vitesse et l'utilisation du boost, avec le fait, voilà, de toujours tout booster, du coup, d'exploser tout ce qu'il y a à l'écran. Il y a plus les joueurs qui vont faire des grands sauts, et donc il y a des costumes qui vont être plus orientés sur le fait de pouvoir faire des sauts qui sont quasiment tout en haut de l'écran, et donc utiliser complètement l'espace de l'écran. Et puis il y en a plus qui vont être sur le fait d'avoir de l'adrénaline avec la vitesse, et qui ont envie que ça aille à balle, et donc du coup, ils vont être plus s'orienter sur des costumes qui pulse, quoi.
À savoir que il faut être vraiment un sacré joueur. La vitesse qu'on a réglée, c'est la vitesse max avec les costumes de niveau 3 en fait, 3 et 4. Faut être un sacré joueur. C'est-à-dire que faut leur médoc, mais je pourrais essayer. Parce que ça va tellement vite que je pense qu'il faut avoir du réflexe et être bien à fond, quoi. Même moi, des fois, j'ai un peu du mal. Donc... Au niveau du développement, est-ce que vous avez réutilisé un peu de votre travail sur Human Defense, donc qui était votre précédent jeu, qui était un Tower Defense, ou vous êtes reparti de zéro? Je ne sais pas s'il y a des choses... On a réutilisé des petites choses, notamment les systèmes d'in-app purchase, d'achievement éventuellement. Ouais, c'est des choses très techniques en fait. Parce qu'en fait, on a utilisé le même moteur, à savoir, donc c'est un moteur 2D sur iOS, quoi. Donc ça nous a permis de récupérer quelques bases, mais vu que le gameplay n'est pas du tout comparable, on en est un sur une vue déjà portrait, alors qu'on est sur une vue paysage, puis on n'est pas sur le même genre de jeu, donc du coup, je pense qu'en termes de gameplay, très peu de choses ont été réutilisées. C'est plus un cadre technique, cadre technique, fonctionnel, quoi. Et pourquoi? Alors c'est toujours un peu la question. Il y a beaucoup de jeux qui sortent d'abord sur la plateforme iOS et ensuite, voire pas du tout sur Android ou sur Windows Phone. C'est une plateforme qui convertit mieux. Les gens payent plus, même à l'intérieur du jeu. Le taux de conversion est supérieur sur les plateformes iOS que sur les plateformes Android ou même Microsoft. D'accord, donc concrètement, les gens qui sont équipés d'iPhone, iOS ont plus tendance à mettre un peu d'argent sur le projet. Ils dépensent plus que ceux qui... Ils ont un panier moyen plus élevé, ils ont un taux de conversion plus élevé. D'accord. Mais aujourd'hui, nous, on est sur un modèle freemium, donc avec de la publicité à l'intérieur, pour ceux qui ne payent pas, pour les poissons, comme on les appelle. Et donc, du coup, on se pose la question, maintenant qu'on est freemium, puisque c'était pas du tout un but à la base, on a fait Human Defense à 1,79 au début, on l'a mis freemium ensuite. Run Sanity est sorti freemium, mais voilà, dans l'objectif d'être freemium, on se dit, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir le plus grand nombre de possesseurs de notre appli. Et donc, on réfléchit clairement à porter nos expériences sur d'autres plateformes. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits chiffres? Est-ce que Run Sanity, il a beaucoup été téléchargé? Oui, pour l'instant, ça marche très bien. On est à presque 200 000 téléchargements en quelques jours. Donc, on est très contents. Alors, je crois que sur le modèle free-to-play, il y a un indice de conversion, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 2-3% des gens qui mettent un peu d'argent. Et donc, du coup, pour que le projet soit rentable, il faut qu'il atteigne un seuil de téléchargement qui est assez élevé. Est-ce que c'est au-delà de 200 000 ou vous êtes à peu près dedans? C'est au-delà de 200 000. C'est même au-delà d'1 million. Mais c'est normal que le jeu soit pas rentable en bout d'une semaine, sinon on irait tous faire du jeu, c'est sûr. Hein. Mais non, on est très bien parti. On est très content. On espère que, enfin voilà, nous, notre objectif, c'était de contenter les joueurs, les gamers comme les casus. On voulait pas frustrer les gamers avec une monnaie virtuelle, voilà, avec une obligation d'achat. On voulait faire plaisir au plus grand nombre en ayant 5 joueurs, en ayant plein de modes. On a fait un jeu très riche, presque trop riche, hein, pour ainsi dire, puisque il est malheureusement au-dessus de 50 mégas et du coup pas téléchargeable en 3G. Mais voilà. C'est le genre de, tu vois, c'est le genre de truc auquel effectivement, quand tu lances ton jeu, tu fais ta boîte, c'est complètement le genre de truc auquel il faut penser. Bien sûr. C'est vrai que tout petit détail en fait. C'est vraiment un détail. Et puis même nous en game design, on a vraiment ces contraintes-là, c'est-à-dire de penser la cible, sa manière d'utiliser le projet. Voilà, on est sur du mobile, donc on est sur une utilisation vraiment qui va être dans le métro. Donc si c'est de la tablette, c'est plus pareil parce qu'on est sur le salon. Et donc là, on est sur un jeu qui est sur mobile et tablette, donc il faut les contenter les deux. Et donc il faut penser à ça. Après, justement, si on est sur de l'iOS, c'est pas le même marché que sur l'Android, c'est pas le même public. On n'est pas sur la même tranche d'âge, on n'est pas sur la même manière de consommer, et ainsi de suite. Voilà, donc par exemple, on sait que les utilisateurs d'Android sont un petit peu plus pointilleux, un peu plus techniciens, en fait, par exemple, que les utilisateurs d'iOS qui vont être plus envie d'être encadrés. Voilà. Donc, je vois que Mehdi se reconnaît. Ah non, alors qu'en technique, je suis vraiment à l'ouest. Hein, c'est juste Android parce que je suis Android. Mais c'est parce que Brian, il m'a dit prends Android. C'est plus ouvert. J'ai les trois à la maison. Windows Phone, Android et iOS. Et alors, tout à l'heure, vous nous parliez de l'éventualité un jour, si la possibilité se présente, d'aller squatter les plateformes de téléchargement de consoles de salon. Vous avez déjà commencé à entamer les discussions, commencer les hostilités? Non. C'est un objectif. On sait que ça va nous prendre quelques années pour y arriver. Déjà, les coûts de setup, enfin les coûts pour aller sur les consoles est important. Aussi, les process de fabrication sont beaucoup plus stricts que sur les plateformes mobiles, on va dire. Donc c'est plus compliqué, tu prends plus de temps à fabriquer, donc ça coûte plus cher. Donc on attend déjà d'être rentable sur le marché
qu'on a envahi, à savoir les mobiles et les tablettes. Et une fois qu'on aura bien consolidé ce marché, on ira sur d'autres défis. On le souhaite, c'est vraiment quelque chose dont on a envie. On a même envie de faire du triple A, mais ça prendra 10 ans. Là, pour l'instant, on est là pour une vingtaine, je crois, dans le studio. On est une vingtaine, ouais. Pour faire du triple A, il faudra embaucher un peu. Ouais, je crois que chez Triarch, ils sont 120, je crois. Tu peux faire du triple A. Ah ouais? Ouais. Aucun. Mais tu fais de la presta. Vrai. Ils sont 12. Ils sont 12. Ils sont extrêmement loués, les mecs. Ah oui, ils sont que 12 sur Aucun. C'était que 12. Ils sont 12. C'est hallucinant quand tu vois le résultat. Moi, j'ai le 12 décembre. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'imagine un petit peu la bêta. Là, j'ai pas eu accès à la bêta. Ah, pas encore? Ok, d'accord. Je me réserve pour. Mais bon, en tout cas, maintenant, aujourd'hui, justement, le triple A, c'est accessible à plusieurs niveaux. Mais par contre, on est d'accord, c'est un niveau d'investissement beaucoup plus compliqué, en fait. Parce que rien que la machine, les builds, les machines de build, ce genre de choses. Sans passer par la case console, donc qui nécessite en effet d'avoir des kits de développement, des accords d'édition, etc. Le PC? PC, Aucun. Ouais. C'est un marché compliqué. C'est un marché compliqué, ouais. C'est un marché qui représente de moins en moins de joueurs. On sait qu'en Allemagne, c'est encore très important. On y réfléchit. De toute façon, on n'est pas contre, nous. Mais pourtant, le PC, je veux dire, pratiquement tout le monde est équipé d'un ordinateur chez lui. Et en l'occurrence, sur des prods comme Run Sanity ou Human Defense, c'est pas le truc qui nécessite une bécane qui tourne, qui refroidit par. Mais c'est pas là où tu vas investir, tu vas pas être prêt à payer, parce que sur PC, en général, on est sur déjà du 5-10 € facilement, un peu plus cher, et c'est pas là où tu vas payer pour ça. Il y a le côté technique qui plaît beaucoup, voilà, t'as envie d'en prendre plein les yeux, t'en attends plus, on est sur des genres plus gamer, plus pointilleux, voilà, où on va trouver du STR, ce genre du FPS, ce genre de jeu, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que c'est des problématiques et des contraintes un peu différentes, quoi. Donc après, maintenant, on peut faire aussi du... On est vraiment pour parler avec Microsoft pour développer Run Sanity sur Windows 8. Ouais. Okay. Donc c'est une info, c'est du top secret que je vous dis. Ça l'est plus. Est-ce que avec le changement du PC, avec ce côté maintenant mobile qui est en train de rentrer dans le PC, on va avoir plus facilité, mais bon, c'est pas ce qu'on considère comme le jeu PC encore. Est-ce que la Wii U, c'est une plateforme qui vous intéresse dans l'absolu? Là, je laisse Armand parce que c'est un spécialiste de la Wii U, il va pouvoir parler. Alors, si ça nous intéresse, moi en fait, c'est une console que j'adore, même si elle est très critiquée en ce moment sur sa sortie. Je veux dire, le gameplay asymétrique, mais quelle idée formidable, quoi. Je suis d'accord. C'est un coup de génie, quoi. Et justement, moi je me dis, pour les gros éditeurs, ça va être compliqué puisque ça nécessite des développements spécifiques sur cette machine pour bien exploiter le concept. D'où l'importance, j'espère, que Nintendo va ouvrir réellement au marché indé et de manière à ce que justement qu'on ait des purs projets, des petits jeux mais qui tuent et qui exploitent complètement ce concept de gameplay asymétrique. Et donc j'espère que Nintendo va le faire et donnera plus facilement des kits, un peu comme Microsoft peut le faire via le XNA, etc., qui donne ensuite un accès parfois au XBLA. Il y a des choses et je pense que c'est vraiment important. Je pense que c'est leur intérêt, en tout cas, ils sont enfin décidés déjà même pour les éditeurs tiers à mettre déjà moins de barrières qu'avant. Ils sont en train de travailler sur ça. Bon, ça va mettre du temps parce que c'est Nintendo et que ça rame. Ils ont un peu 10 ans de retard sur pas mal de choses, surtout sur l'aspect online et market et ce genre de choses. Mais je sais pas si c'est l'indé par contre qui va faire ressortir ce gameplay asymétrique parce que c'est quand même hyper compliqué en termes de prod, quoi. Ouais, il faut gérer la manette, il faut gérer le hardware et ainsi de suite, donc c'est quand même pas si facile que de faire un jeu flash ou ce genre de choses. Donc à voir. Mais justement, moi j'espère surtout que les éditeurs tiers s'investissent et comprennent l'intérêt de ce gameplay. Parce que voilà. Ça dépendra du succès de la machine. Ça va dépendre du succès, mais bon, c'est Nintendo, on sait que le succès va être là, donc arrêtez d'attendre. Allez-y, investissez-vous, il faut partir, c'est le moment, quoi. Genre, moi là, je suis un peu frustré parce que j'ai pas assez de jeux. Je veux dire, les expériences, là, je prends Mario Chase, mais je pleure de rire une fois sur deux. C'est bien marré faire aussi. C'est génialissime, quoi. Donc, on est d'accord sur ça, quoi. Et vous, quel est votre prochain projet? Est-ce que vous pouvez teaser un petit peu? Est-ce que vous avez déjà, ne serait-ce que le genre, nous dire, parce que vous avez exploré le Tower Defense? On peut vous parler du genre, donc comme ça. C'est un jeu de quiz. C'est un jeu de quiz. Qui sera disponible sur les 3 plateformes. Donc Windows, Android et iOS. Et en fait, maintenant, on développe tous nos jeux, enfin en tout cas les prochains, sur Unity. Donc on a un système de portage qui est beaucoup plus aisé. D'accord. Et quiz with a twist ou pour le coup... With a twist. On est toujours with a twist. Ce sera grand public ou vous allez cibler un petit peu une communauté précise On cible les geeks, les geeks de manière générale, donc tous les passionnés. Et ils sont nombreux. Et ils nous regardent. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, c'était vraiment cool. On a appris plein de trucs, c'est avec grand plaisir.
Donc on espère avoir des nouvelles très rapidement de vos prochains projets. On va vous voir. Avec plaisir. Et encore merci, on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.